Dans les podcasts des musées d'Angers, Les murs ont des oreilles. un podcast réalisé par Sens de la visite. Ce podcast est réalisé à l'occasion de l'exposition Jules-Eugène Leneveu, peintre du Monumental, qui se tient au Musée des Beaux-Arts d'Angers jusqu'au 8 janvier 2023. Tout au long de ces 3 épisodes, pour mieux connaître et apprécier cet artiste d'origine angevine, nous allons vous faire entendre des voix très différentes qui vous partageront leur expertise, leur vision et leur ressenti sur cette figure importante de l'art du 19e siècle. Dans cet épisode, nous sommes allés rencontrer 2 personnes qui ont contribué, elles aussi, à remettre en lumière Leneveu et ses œuvres. L'une est restauratrice d'œuvres d'art. Elle s'appelle Emmanuelle Incelin et elle a côtoyé au plus près les œuvres de Leneveu en participant à la rénovation et à l'accrochage des monumentaux dessins préparatoires du plafond de l'Opéra de Paris, le point d'orgue de cette exposition. Nous avons aussi rencontré Michel Brossard. Il est président de l'association Les Amis de Leneveu et il a aidé le musée à rassembler œuvres et archives pour cette exposition. Outre sa passion et ses connaissances pour l'artiste, il possède avec lui un lien personnel, vous allez l'entendre. Pour commencer, direction Montreuil, aux abords de Paris, pour retrouver Emmanuelle Incelin dans un atelier de restauration d'œuvres d'art qui sent bon le calme et la concentration. Ce projet a été initié avec le Musée des Beaux-Arts d'Angers par le biais d'une collègue qui travaillait déjà un petit peu pour eux. L'aventure a commencé comme ça. Donc en 2019, Anne Hainaut a sollicité ma collègue pour faire une proposition avec, dans un premier temps, une étude des 130 cartons. C'est des œuvres qui sont tellement grandes. Les plus grandes font 7 mètres de haut et 3,50 mètres de large. Vu l'ampleur du chantier, la taille des cartons, il fallait travailler à plusieurs pour les manipulations, pour avancer de manière régulière. L'idée, c'était de dérouler ces 130 cartons pour établir leur constat d'état, voir leurs conditions de conservation, les reconditionner si besoin. Ça a été aussi l'occasion d'un chantier de photographie qui permettait au musée d'avoir une documentation, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Parce que ça faisait plus de 15 ans qu'au musée, ils n'avaient pas vu ces œuvres, puisqu'elles sont stockées roulées sur des portiques en grande partie. Et c'était aussi pour la plupart des personnes du musée de découvrir ces œuvres en vrai et de vérifier leur état de conservation. Ce qui est aussi notable dans le travail de Leneveu, c'est qu'il a fait des cartons préparatoires avec les matériaux de son temps, entre autres le papier, puisqu'il a utilisé des grands rouleaux de papier. Alors pour nous, c'est anodin, les rouleaux de papier, c'est notre quotidien, mais à ce moment-là, c'était vraiment une époque charnière dans l'industrie papetière. Et c'est quelque chose qui s'est démocratisé et qui a eu un développement économique fort à la période où il l'a utilisé. Donc, il était vraiment à la pointe de la technologie, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'un matériau de très grande taille. Soit il lui fallait coller plein de petites feuilles fabriquées à la main ensemble. Donc, vous imaginez que ça allait être assez fastidieux quand on a besoin d'une feuille qui fait 7 mètres de long. Et lui, il a utilisé un rouleau de papier qui faisait 1,35 m de large. Pareil, c'était le plus grand largeur qu'on produisait à cette époque-là. Il a fait des assemblages horizontaux pour les fuseaux de l'Opéra de Paris. Et en fait, c'est très bien fait, très soigneux, ça tient toujours plutôt très bien. Et puis, on n'a pas de tension, parce qu'il y a plein d'artistes, ils vont coller des trucs, mais ils vont les coller un petit peu pas très droit, ça va gondoler, c'est pas grave. Mais là, c'est pas du tout le cas. Vous étudiez, vous regardez précisément et dans votre tête, vous commencez tout de suite à analyser ce qu'il va falloir faire. Oui, absolument. Effectivement, le diagnostic, il arrive au fur et à mesure puisqu'on en déroulait 6 ou 7 dans l'espace pour rentabiliser l'espace au sol. Et immédiatement, nous, on devait remplir une fiche avec les différentes altérations qu'on a constatées. On faisait des photographies des altérations principales et puis un relevé pour cartographier. Puisque ça, c'est un petit peu un état des lieux à un moment X qui est précieux pour le musée, même s'il n'est pas en mesure d'intervenir, de restaurer tous les cartons d'un coup, d'un point de vue du budget. Mais au moins, ils savent qu'à cette date, il y en a qui sont en bon état. Certains ont déjà été restaurés lors du chantier de réaménagement du musée. D'autres restent à faire ou certains sont très dégradés. Mais c'était un travail très systématique et vraiment de diagnostic qui était important dans cette première phase.
Et puis la deuxième phase, à ce moment-là, la commissaire d'exposition avait choisi sur pièce, en voyant les œuvres, celles qui l'intéressaient dans son parcours d'exposition, et puis des œuvres qui n'étaient pas trop dégradées, enfin qui n'engendraient pas une restauration très importante. Donc la restauration s'est passée ici, dans l'atelier à Montreuil. On a installé un grand point de travail de 6 mètres de long. Et donc les interventions, elles sont de plusieurs ordres. La première, c'est éliminer les sources de dégradation. Donc, c'est principalement la poussière, qui peut être un substrat pour le développement des insectes ou des moisissures. Il y avait malheureusement quelques zones qui avaient été moisies, puisqu'elles n'ont pas toujours été stockées dans les meilleures conditions, on va dire, dans un temps lointain. La deuxième, c'était assurer l'intégrité du support papier, puisqu'il y avait des déchirures, des froissures, des trous ou des lacunes. Donc ça, c'était indispensable pour pouvoir manipuler les œuvres et ensuite les présenter au mur. Et puis la dernière phase, c'était des opérations de retouche, où on parle plus de mise au ton pour les œuvres sur papier. Donc en gros, sur 3 mois, on a travaillé sur chaque fuseau à peu près 4 à 5 jours à 2 personnes. Et puis il y a eu le moment où vous les avez restituées. Est-ce que vous étiez là au musée quand elles ont été restituées et commencé à être accrochées? Parce que j'ai cru comprendre qu'au musée, ça avait été une sacrée opération que de les accrocher. Oui, alors là, c'est la dernière étape à laquelle on a participé et accompagné le Musée des Beaux-Arts, puisque dès le moment de la phase de diagnostic, s'est posé la question comment on va faire pour suspendre ou exposer au mur des aussi grands papiers sans un support secondaire qui permettrait de le mettre en tension. Donc aujourd'hui, on utilise de plus en plus les aimants pour présenter des œuvres temporairement, que ce soit des textiles, des papiers. C'est pas tout à fait les mêmes aimants que ceux qu'on peut avoir sur notre frigidaire. Il faut être assez prudent dans leur manipulation puisqu'on va utiliser des choses beaucoup plus fortes. Et donc, on a développé un protocole en ce sens-là, avec effectivement l'idée qu'on accompagne l'accrochage au mur avec l'équipe technique au moment du montage de l'exposition. Ce qui s'est fait et qui a été un peu un challenge puisqu'on n'a pas vraiment de droit à l'erreur. Donc pareil, les aimants, on connaît leur force, on a calculé, on a pris une marge de sécurité, tant dans le nombre que dans la force individuelle des aimants. Moi, j'aime bien les accrochages parce que c'est un petit peu un moment de fête à mes yeux. Puisque, en gros, c'est l'aboutissement de mon travail en tant que restauratrice, mais aussi de tous les corps de métier qui y participent. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre activité à vous ? Ce que j'aime dans ce métier, c'est effectivement aller à la rencontre d'univers artistiques très différents et aussi de personnes et de parcours individuels. Si on a un minimum de curiosité, en général, on cherche à apprendre si on ne connaît pas l'artiste ou à comprendre un petit peu son univers de création. Et puis, chaque fois, devoir inventer la solution, puisque, on va dire, on a un peu une boîte à outils, mais à chaque fois, on n'a pas de recette à appliquer sur les œuvres de manière systématique. Il faut chaque fois prendre en compte les fragilités, les spécificités ou les matériaux employés qui exigent d'inventer une solution sur mesure pour intervenir sur l'objet. Donc, quelque part, il y a une forme de créativité dans mon travail, même si elle n'est pas au même endroit. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une forme d'expression personnelle, c'est plus dans la démarche. Moi, j'ai vraiment été touchée par son dessin parce que c'est vraiment un très grand dessinateur. La qualité des raccourcis, des valeurs, le rendu du corps humain est vraiment très, très beau. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et puis, c'était un peintre avant tout, mais il y a une grande place qui est accordée au dessin. Et aussi, ce qui est intéressant et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une résonance dans une 3e dimension à l'échelle de la ville, que ce soit la ville d'Angers ou la ville de Paris, pour ne citer que celle-là. Il peut y avoir une prolongation à l'expo ou découvrir une autre échelle, un autre environnement, enfin un rapport en tout cas à l'architecture aussi, qui est important dans le cas de ces peintures monumentales. On quitte maintenant l'ambiance chaleureuse de l'atelier de restauration pour rencontrer, par écran interposé, Michel Brossard, à la fois président de l'association Les Amis de Leneveux et aussi... Alors sans chercher à faire un jeu de mots, je suis le neveu d'une petite nièce de Leneveux. Pour le dire autrement, sans trop rentrer dans le dédale d'un arbre généalogique, Jules Leneveux avait une sœur prénommée Louise Aînée, dont la petite fille, Juliette Cochin,
épousa un frère de ma grand-mère maternelle. Et donc, ma première rencontre avec le neveu, j'avais 15 ans et elle a eu lieu chez une de mes tantes. Et c'est en m'extasiant sur des dessins que possédait une de mes tantes que j'ai appris que leur auteur s'appelait le neveu et que ma tante était apparentée à l'artiste. En fait, j'ai aimé cet artiste avant toute forme d'influence familiale, uniquement en découvrant ses dessins et en découvrant que ma tante était apparentée à cet artiste. Et c'est elle qui m'a appris aussi qu'il avait peint le plafond de l'Opéra de Paris, mais qu'on ne pouvait plus le voir parce qu'il avait été caché par le plafond commandé par Malraux à Chagall, plafond installé en 1964. Quel rôle, vous et votre famille, avez-vous joué dans l'organisation et le contenu de l'exposition ? Alors Anne Hainaut, la directrice des musées d'Angers, m'a contacté en 2019 pour m'annoncer son projet d'organiser une grande exposition Le Neveu. Cette nouvelle, bien évidemment, m'a ravi, d'autant plus que j'avais beaucoup milité au sein de l'association 30 ans plus tôt pour l'organisation d'une telle exposition à Angers. Et alors évidemment, avec cette grande nouvelle, tous les représentants des différentes branches de la famille Le Neveu se sont vite mobilisés et tous ont donné accès à leurs archives et aux œuvres détenues par la famille. Et tous ont proposé à Anne Hainaut de prêter des œuvres pour l'exposition. De mon côté, j'ai ouvert mes archives, y compris celles issues de mes recherches à Rome, à la Villa Médicis, dont Jules Le Neveu fut pensionnaire de 1848 à 1852, mais aussi directeur de 1873 à 1878. Quel a été votre sentiment au moment de découvrir cette rétrospective ? Alors cette exposition, elle a le grand mérite de présenter toute la diversité de l'œuvre de Le Neveu. 250 œuvres exposées, c'est considérable. Donc des dessins, des aquarelles, des tableaux de chevalet, des tableaux de salon. Mais la grande originalité de cette exposition, elle tient dans la présentation de maquettes et de cartons de grands décors de Le Neveu. Et à ce titre, elle est vraiment unique. Et son titre, finalement, Le Neveu peintre du monumental, exprime parfaitement cette singularité. Il faut savoir que Angers a une chance extraordinaire. Tous les Angevins ne le savent pas. Angers conserve dans les réserves de son musée des Beaux-Arts l'un des plus grands trésors artistiques du Second Empire, le fameux carton du plafond de l'Opéra de Paris. Par ses dimensions, c'est le plus grand dessin ancien au monde, près de 200 mètres carrés, et par sa virtuosité, c'est un chef-d'œuvre que les plus grands musées du monde rêveraient de posséder. Et là, on a la chance que les 5 fuseaux sur 24 sont exposés à Angers et donnent un aperçu saisissant de ce chef-d'œuvre. J'étais aussi séduit par l'élégance de la scénographie, et puis également un catalogue magistral qui vient enrichir l'histoire de l'art du Second Empire et mettre en lumière l'un des plus grands peintres décorateurs français. Voilà, ça c'est mon regard. Maintenant, il appartient aux journalistes du monde de l'art d'inciter le public à découvrir Le Neveu. Et je rappelle souvent cette phrase de Charles Garnier, « Tous les artistes connaissent Le Neveu, mais il est assez étranger au public. Si j'étais journaliste, j'entreprendrais une campagne suivie pour faire apprécier ses œuvres nombreuses. » Pour vous, quelles sont ses principales qualités d'artiste ? Je dirais que ses principales qualités sont sa virtuosité dans le dessin, son extraordinaire sens de la composition, et puis surtout sa maîtrise de l'espace pour les grands décors. C'est assez extraordinaire et ça a été souligné par d'autres artistes du 19e, sa vitesse d'exécution. Et je pense que ce sont ces qualités-là qui ont amené Charles Garnier à lui confier le plafond de la salle de l'Opéra, qui est quand même l'œuvre la plus magistrale et la plus difficile à peindre. Il y avait quand même 200 mètres carrés de peinture à réaliser. C'est assez remarquable et on est fasciné par tous ces personnages qui virevoltent dans tous les sens, qui s'envolent vers le ciel. Que savez-vous de lui, de sa personnalité, qui pourrait nous aider à le représenter ? À travers ce que d'autres artistes ont écrit sur lui, ou à travers ce que l'on a appris dans la famille, c'était un personnage un peu à double facette, hein. Pour vous donner un exemple, dans sa jeunesse, il était extrêmement exubérant, et puis il était austère à la fois. C'était quelqu'un aussi de passionné, mais réservé en même temps, très énergique quand il peignait aussi, quelqu'un de très exigeant avec lui-même.
Ensuite, c'était quelqu'un de profondément humain. Et j'aime bien rappeler qu'il a été à un moment le défenseur des pensionnaires de la ville de la Médicis, quand il en a été le directeur. Certains pensionnaires lui avaient manqué de respect, et Paris avait immédiatement exigé des sanctions, et le neveu refusa, et il a pris la défense des pensionnaires. Ce que l'on peut raconter également, c'est sa soif de découverte. Il a beaucoup voyagé, seul ou avec Charles Garnier, dont il était l'un des meilleurs amis, sinon le meilleur. Je pense que son attrait pour la peinture monumentale, c'était aussi un moyen pour lui, différent, mais de voyager dans l'espace quelque part et dans l'histoire. En quoi la vie de Jules-Eugène Leneveu peut-elle être inspirante, et en particulier pour les jeunes générations? Je dirais déjà pour ses qualités humaines, pour l'observation de la peinture des siècles précédents, et oui aussi pour le respect qu'on doit à la peinture ancienne. Inspirant aussi pour les jeunes générations, oui, pour la maîtrise essentielle du dessin. Si les jeunes doivent retenir quelque chose, c'est peut-être justement la nécessité d'acquérir la maîtrise du dessin, parce qu'elle vous apporte virtuosité et au final, la liberté. Ensuite, avec ce bagage, cette jeune génération pourra créer la peinture de demain. Vous sentez-vous investi d'une mission, en tant que descendant, pour préserver son œuvre et transmettre sa mémoire? La transmission, c'est essentiel, et c'est en partie le rôle de l'association des Amis de Leneveu. Préserver son œuvre, la faire connaître, ça fait partie de nos actions. Mais malheureusement, à part le plafond du théâtre d'Angers, que tout le monde peut aller voir et admirer, sur le plafond de l'Opéra, qui est vraiment son chef-d'œuvre, ça fait maintenant 2 générations de Français, depuis 1964, qui n'ont pu avoir accès à l'œuvre, qui n'ont pu voir ce plafond original. Et la famille réfléchit aujourd'hui, ça fait partie de sa mission, si je puis dire, la famille réfléchit à la manière de mettre fin à cette forme d'injustice et à cet effacement de l'histoire de l'art du Second Empire. Donc voilà, l'histoire n'est pas finie et on va essayer donc de permettre un jour la redécouverte pour les nouvelles générations de ce plafond de l'Opéra de Paris. Jules Leneveu est en fait le chef de file de la grande peinture décorative du Second Empire et il est urgent de le faire découvrir ou redécouvrir. Merci à Emmanuel Incelin et Michel Brossard pour leur témoignage. Dans le prochain épisode, nous retournons au Musée des Beaux-Arts d'Angers à la rencontre d'un groupe d'étudiants de l'École des Beaux-Arts en plein accrochage de leurs œuvres inspirées de Leneveu. D'ici là, l'exposition Jules-Eugène Leneveu, peintre du monumental, est à découvrir jusqu'au 8 janvier 2023 au Musée des Beaux-Arts d'Angers.